Que dire et que comprendre de la Direction générale des Trésors et de la comptabilité publique? Ah ben oui, quelles sont les grandes réformes initiées à la tête de cette direction? Que dire de la formation de comptables? Pour en parler, nous recevons pour vous le directeur général AI de cette structure. Il s'appelle Monsieur Serge Mabé. Monsieur Mabé, bienvenue. Merci. Alors, on doit dire que vous êtes à la tête, vous dirigez justement cette structure qui dépend du ministère des Finances. Alors, la première question, c'est de comprendre d'abord vos missions. Qu'est-ce que vous faites exactement? Merci beaucoup, Monsieur Guy, de m'avoir invité pour discuter autour de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique est un service public placé sous l'autorité du ministre des Finances, évidemment doté d'une autonomie administrative et financière. Elle a été mise en place par décret de Madame le Premier ministre, décret numéro 24/15 du 14 octobre 2024. Elle a trois principales missions, si vous voulez. La première mission, c'est la mise en œuvre opérationnelle de la politique budgétaire de l'État au plan de l'exécution comptable des dépenses. Et les dépenses du pouvoir central, les entités territoriales décentralisées, et des provinces en général. Et la deuxième mission, c'est la contribution à la politique financière de l'État, principalement dans ce rapport avec la gestion et le suivi de la trésorerie de l'État, du pouvoir central donc, dans les entités territoriales décentralisées et des provinces. Une troisième mission qui est centrale, parce que vous en parliez dans votre introduction, il s'agit de la tenue de la réglementation et de la centralisation de la comptabilité publique. Et ce sont là les trois principales missions. Une mission, comme je le dis, la mise en œuvre opérationnelle de la politique budgétaire de l'État au niveau de l'exécution comptable des dépenses. Est-ce qu'aujourd'hui, la comptabilité publique respecte toutes ces étapes définies par vos missions? Alors, c'est une très bonne question parce que justement, je me trouve ici pour discuter de la réforme, de la restauration de la fonction comptable. Il y a dans notre pays, sous le leadership du ministre des Finances, son Excellence M. Doudou Famba Alikounde Libotaï, qui est lui-même un ancien acteur qui a contribué justement au plan stratégique des réformes de finances publiques. Nous disposons donc dans notre pays d'un plan stratégique des réformes de finances publiques qui a plusieurs piliers. L'un des piliers de ces plans stratégiques, c'est justement la réforme de la comptabilité publique et de la gestion de la trésorerie. Jusqu'à ce jour, notre comptabilité publique n'est pas encore arrimée sur le standard international. Non, elle n'est pas touche pas. Je dis tout simplement que nous avons une comptabilité publique qui est essentiellement budgétaire. Nous exécutons, nous tenons notre comptabilité publique à base simple, donc ce n'est pas à partie double. À base caisse, elle est à partie simple, donc elle est tenue en termes d'entrée, sortie, de recettes et de dépenses. L'objectif de cette réforme, c'est justement de nous engager vers la tenue de la comptabilité générale. Il y a une comptabilité en droit constaté ou une comptabilité d'exercice qui consiste à faire correspondre les opérations de l'État, financières de l'État, en rapport avec les exercices au cours desquels elles ont été engagées ou exécutées. Donc, parce qu'en comptabilité, justement, l'engagement, l'opération comptable est enregistrée relativement à l'année au cours de laquelle elle a été exécutée. Jusqu'aujourd'hui, notre comptabilité budgétaire ne tient pas compte de ces principes. Mais, qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, nous avons des bureaux comptables, les comptables publics que vous connaissez tous, qui exercent leurs activités en tenant une comptabilité budgétaire. Elle est simple. L'objectif, justement, aujourd'hui, de cette réforme, c'est de permettre à ce que les informations financières de l'État
les informations comptables de l'État soient enregistrées selon le principe généraux fondamentaux de la comptabilité publique au niveau international, notamment les normes UPSAS, cette comptabilité publique qui est une comptabilité générale à partie double, principalement. Qu'est-ce qui est déjà fait exactement pour faire corroborer ce qui était fait avant et ces rajouts avec notamment la réforme? Justement, au niveau de la comptabilité, ce qu'il faut noter, c'est que plusieurs textes ont été adoptés et même enrichis. Nous disposons dans notre pays d'un règlement général sur la comptabilité publique qui avait été publié et promulgué en 2013, mais sous la vision de son Excellence Monsieur le ministre des Finances actuel, son Excellence Monsieur Doudou Famba, en 2024, en décembre plus précisément, ce texte de base, le texte fondamental sur la tenue de la comptabilité publique, les règlements généraux sur la comptabilité publique avait été révisé, enrichi, pour le mettre en phase avec l'esprit de cette réforme. Et d'autres textes subséquents, notamment les règlements d'administration applicables aux comptables publics, avaient été pris, mais aussi le manuel des procédures d'encaissement et de comptabilisation, donc plutôt de paiement et de comptabilisation des dépenses publiques, et aussi les manuels d'encaissement et de comptabilisation des recettes publiques. Donc, un dispositif important ensuite la tenue de la comptabilité a été pris, et aujourd'hui, nous entrons dans la phase critique, la phase stratégique, qui est de la mise en œuvre de ces textes, de cet arsenal réglementaire, normatif que nous avons désormais dans notre pays, pour que nous quittions le stade ancien vers la réforme. En vous entendre parler, ça donne l'impression que le comptable actuel en République démocratique du Congo fonctionne avec une comptabilité générale, ce qui est remise en cause par vous. Il faut avancer, exceller. Alors, vous avez parlé de la réforme qui vient un tout petit peu changer les choses. Moi, je vais plutôt parler de la remise à niveau, puisqu'on doit dire également que les comptables sont un tout petit peu remis en cause par plus d'une personne. Qu'est-ce qui est déjà fait au niveau de votre structure, la Direction générale des Trésors et de la comptabilité publique, pour assurer la formation adaptée à l'évolution même de la chose? Bon, les comptables actuels, ce sont des comptables publics principaux et subordonnés qui évoluent au sein des bureaux comptables avec des codes. Ce sont des comptables à demeure parce qu'ils n'ont pas d'assignation particulière et leur responsabilité n'est pas forcément personnelle et pécuniaire parce qu'il y a certaines opérations comptables qui leur échappent. Alors, aujourd'hui, il faut d'abord préciser un principe sacro-saint qui est au cœur de la réforme comptable dans notre pays, la réforme de la comptabilité publique, c'est le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables. Vous avez d'un côté les ordonnateurs, gestionnaires des crédits, qui sont à la tête des ministères, des services publics, et de l'autre, les comptables publics, qui sont seuls investis du pouvoir de prendre en charge les titres de paiement, de mettre en règlement les dépenses et d'exercer des contrôles sur les opérations budgétaires des ordonnateurs. Et donc, à partir de là, vous pouvez comprendre que le comptable, à demeure actuelle, n'a pas la même responsabilité. La responsabilité du comptable assignataire. Assignataire parce qu'il a des assignations qui sont spécifiques, bien décrites dans l'acte qui investit ces comptables. Les comptables actuels du bureau comptable gèrent la caisse et tient une comptabilité budgétaire à côté de la comptabilité d'engagement de l'ordonnateur auprès duquel il est accrédité. Mais les comptables de la réforme, qui va évoluer à la tête ou au sein du poste comptable, c'est un comptable assignataire qui tiendra à la fois une comptabilité budgétaire et une comptabilité générale. Évidemment, ce n'est pas la seule comptabilité, parce qu'il y a aussi la comptabilité des matières qu'il va falloir tenir. La comptabilité générale, comme je l'ai expliqué, diffère de la comptabilité budgétaire en ceci qu'elle est d'abord en partie double. Elle est tenue en droit constaté, parce qu'elle doit enregistrer les écritures en se référant à l'exercice comptable des opérations effectuées, alors que la comptabilité budgétaire, elle est à base caisse, elle est tenue au jour le jour sur des journaux, des bulletins, des suivis, des décaissements et des encaissements des opérations budgétaires. Très bien. Vous organisez une formation de comptable public. Ma question qui suit, quelle a été la nécessité
Et est-ce que c'est opportun en ce moment-ci? Bien sûr, nous avons pour principe au sein de la DGTCP de placer la formation continue, l'apprentissage permanent comme ressort essentiel de notre vision et de notre charte d'action. Nous avons bénéficié aujourd'hui de l'accompagnement de l'École nationale des finances, qui dirige avec une main experte, Madame Yvette. Et donc, nous avons placé la formation au cœur de nos métiers. Parce que nous estimons que la formation, comme l'éducation en général, comme le disait un historien africain, est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés. Il n'y a pas chez nous, d'un côté, les ignorants ou le médiocre, de l'autre côté, le génie qui doivent se placer au-dessus des autres. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et il nous faut absolument mettre nos logiciels à jour. Nous puissions faire face aux défis, aux enjeux de la réforme ou des réformes qui nous concernent. Et pour cela, nous sommes encouragés, accompagnés par le ministre, monsieur le ministre des Finances, monsieur Doudou Framba, qui ne ménage pas d'efforts pour que cette réforme en général puisse bénéficier de l'accompagnement nécessaire. Alors vous parlez des réformes, moi je vais rebondir sur une. Il s'agit de la déconcentration justement de l'ordonnancement, avec des ordonnancements qui peuvent se faire au niveau sectoriel. Est-ce que cette démarche dérange le respect de la chaîne des dépenses? La déconcentration de l'ordonnancement, c'est le pouvoir conféré aux ordonnateurs sectoriels d'ordonnancer directement les dépenses de leur secteur, de leur programme, de leur ministère. Ils sont passés par la chaîne. Bon, il n'y a pas au sens de la déconcentration une chaîne. L'objectif, c'est justement de faire l'économie des procédures répétitives et de toutes ces itérations qui mettent en difficulté la prise en charge de besoins des ordonnateurs. Donc, l'ordonnateur, ici, a un pouvoir qui lui est conféré, qui est déconcentré pour ordonnancer ses dépenses, après les avoir engagées et liquidées, avec l'appui de sa direction administrative et financière, la DAF, et l'accompagnement de son ordonnateur délégué. Pour le ministre, ce sont les secrétaires généraux. Et lorsqu'il a engagé, liquidé et ordonnancé les dépenses de son secteur, il adresse au comptable, à signataire de son secteur, les besoins. Il exprime le besoin qui sont le sien au regard de crédits budgétaires qui lui sont alloués. Les comptables, à son tour, prend en charge ses besoins, il contrôle la régularité de ses besoins, la régularité même de la signature de l'ordonnateur, et un certain nombre de contrôles qu'il exerce, et il remonte le besoin de l'ordonnateur au sein du réseau national des comptables. Parce qu'il faut dire que les comptables n'évoluent pas en vase clos, il n'est pas un singleton, il évolue au sein d'un réseau national des comptables publics, qui est l'agence comptable centrale du Trésor, dirigée par un agent comptable central du Trésor, qu'on appelle en abrégé la CCT. Les besoins de l'ordonnateur centralisés au niveau de la CCT à son tour réserve la primeur de ces besoins des ordonnateurs consolidés au ministre des Finances. Évidemment, si l'ordonnancement est déconcentré, la trésorerie n'est pas déconcentrée. C'est le ministre des Finances qui reste le régulateur de la trésorerie. C'est à lui qu'incombe, avec l'appui, avec l'aide du comité de plan de trésorerie, c'est à lui qu'incombe la responsabilité d'optimiser la trésorerie au niveau de besoins des ordonnateurs au regard de la disponibilité de cette trésorerie. Vous venez de donner un élément important, la déconcentration de l'ordonnancement, le mot arrive enfin. Il y a quand même, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, que c'est pour faire l'économie de certaines étapes. Quelles sont les étapes que vous avez voulu contourner en mettant en place cette réforme sur la déconcentration de l'ordonnancement? D'abord, les deux étapes concernées, c'est l'étape de la liquidation, c'est l'étape de l'ordonnancement. Parce qu'à ce jour, la liquidation des dépenses pour tous les gestionnaires de crédit s'effectue au niveau du ministère du Budget. À un certain niveau, les capacités humaines, matérielles, logistiques en général, d'un seul centre de liquidation sont limitées
pour répondre en temps opportun aux besoins des ordonnateurs. Et quand vous avez engagé une dépense, les ordonnateurs aujourd'hui, les gestionnaires des crédits engagent des dépenses, envoient leurs besoins au ministère du Budget, qui va liquider, ça veut dire contrôler l'effectivité du service fait, mais aussi arrêter les montants exacts de la dépense à exécuter. Mais toutes ces opérations créent une espèce de goulot d'étranglement dans un seul niveau de liquidation, d'ordonnancement au niveau du ministère des Finances. Lorsque cela prend fin au niveau du ministère du Budget, qui donne un bon d'engagement, qui va vers la chaîne à travers la direction du contrôle budgétaire, remonte à l'ordonnateur délégué général du gouvernement, avant de passer par l'IGF et d'autres contrôles. Pour vous, c'est un contour inutile. Ce n'est pas inutile, mais c'est nécessaire. Il faut considérer ceci. Cette réforme n'est pas une réforme sortie de la cuisse de Jupiter, elle n'est pas sortie de l'imagination fertile des chercheurs, elle est les résultats de missions d'évaluation, notamment celle de la Banque mondiale. Les différents rapports au PEFA, ce sont des rapports que la Banque mondiale produit pour évaluer, faire les reporting des indicateurs clés de performance des finances publiques. Certains rapports ont justement abouti à la conclusion que le système de gestion des finances publiques qui existe dans notre pays n'est pas optimal par rapport aux enjeux, à la taille du pays, par rapport aux défis de développement de notre pays, et qu'il est important de s'aligner sur les bonnes pratiques de la gestion des finances publiques. Nous sommes l'un des rares pays d'ailleurs à avoir une direction générale du Trésor de la comptabilité publique. La plupart des pays du monde ont déconcentré la responsabilité de l'ordonnancement, ont surtout confié aux fonctionnaires, qui sont les comptables, le soin de prendre en charge le titre de paiement, mettre en règlement de dépenses, ainsi de suite. C'est plus allégé et c'est une phase expérimentale qui ne concerne à ce stade que 9 ministères, regroupés en postes comptables au niveau de 6 postes comptables. Et d'ailleurs, le ministre des Finances a eu ce courage de placer son ministère, qui n'était pas concerné au départ par cette phase expérimentale, ce ministère des Finances, qu'il le place aussi en exemple dans cette réforme. Quels sont les 9 ministères ? Le ministère de la Défense, le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Pêche et l'Élevage, le ministère du Développement rural, Enseignement supérieur et universitaire, Éducation nationale ou Éducation primaire EPST. Oui. Et donc, ce sont là le ministère qui sont... La santé, j'allais oublier celui-là, qui est un ministère important. Donc, ce sont les ministères qui sont concernés par la déconcentration de l'ordonnancement. Alors, on aimerait avoir un détail, puisque vous êtes technicien également. Nous avons vu le ministre, quand il a pris ses fonctions, insister sur notamment réduire sensiblement le paiement de la dette publique en procédure d'urgence. Et puis récemment, selon le rapport, il y a eu explosion. Comment pouvez-vous expliquer cette situation? C'est la petite question, mais aussi, est-ce que les comptables sont-ils pour beaucoup dans cette explosion du paiement de la dette publique en procédure d'urgence, bien sûr? Bon, je suis principalement venu pour la réforme. C'était une parenthèse. Il faut considérer oui, que... on va rentrer dans la réforme. C'est une parenthèse. Je suis expert en finances publiques, certes, mais il faut considérer qu'il y a deux aspects. Les aspects conjoncturels. Bon, je participe au comité des comptes de trésorerie. Je suis moi-même à la tête de la direction générale du Trésor de la comptabilité publique, qui a en son sein la direction du Trésor et des moyens des financements, qui gère les comptes généraux du Trésor. Donc, mais il faut dire que certaines données brutes qui sont communiquées ne sont pas vraies. D'abord, pour revenir à cette question des dépenses en urgence, malgré la situation sécuritaire qui est la nôtre, je pense que nous avons eu une maîtrise assez satisfaisante, encourageante, remarquable de dépenses en urgence. N'oublions pas que cette situation est inédite. Depuis plusieurs années, nous n'avons jamais perdu 2 provinces du coup et nous n'avons jamais fait face à cette situation. Et malgré cela, la situation des finances publiques est toujours satisfaisante, comme en témoigne d'ailleurs un certain nombre de paramètres macroéconomiques qui peuvent avoir des conséquences, ou qui sont les conséquences d'ailleurs de la bonne gestion des finances publiques. À cela ne tienne, pour revenir à la dette n'a pas fait l'objet d'un paiement. Quelles sont les différentes interventions prévues en priorité par vous, en tant que directeur général de la structure? Vous avez parlé de la comptabilité générale qui doit évoluer, mais aussi au-delà de ça, qu'est-ce qui sera votre prochaine étape dans l'évolution de la mise en œuvre de la réforme?
Alors, en urgence, bien sûr. Tout à fait. Alors, il y a deux principales réformes qui concernent la Direction générale du Trésor et la comptabilité publique. La première, je le dis, c'est la réforme de la comptabilité publique, qui, avec le réseau national des comptables publics, participe à la grande réforme de la déconcentration de l'ordonnancement, qui permet, je le dis, aux ordonnateurs de s'approprier la gestion de leurs crédits budgétaires avec l'accompagnement de la direction administrative et financière, en sorte que les comptables, qui est en face d'eux, prennent en charge leurs titres de paiement, mettent en règlement leurs dépenses. Ça, c'est la déconcentration de l'ordonnancement et les réseaux nationaux des comptables publics, qui permet de restaurer la fonction comptable. Le comptable actuel, qui n'a pas un périmètre d'action plus ou moins élargi, est différent du comptable de demain, qui est actuellement en formation, qui bénéficie d'un levier d'action beaucoup plus net, parce qu'au-delà même de ses pouvoirs accrus, il voit aussi sa responsabilité pécuniaire et personnelle engagée devant le juge des comptes, donc devant la Cour des comptes. Ça, c'est la première réforme. La deuxième, c'est le compte unique du Trésor. C'est un mécanisme spécial. C'est une innovation tout à fait originale qui fait que toutes les disponibilités en termes de trésorerie des administrations publiques soient logées dans un compte unique à la Banque centrale du Congo. C'est pour quelle finalité? La finalité principale, c'est de permettre au Trésor, premièrement, d'avoir une vue globale sur les disponibilités du pouvoir central et même des entités territoriales décentralisées et d'autres organismes connexes, notamment les comptes spéciaux. Mais le système qui a été choisi chez nous pour le compte unique du Trésor, c'est plusieurs comptes uniques du Trésor, si vous voulez. Mais pour l'instant, parlons du compte unique du Trésor du pouvoir central, qui va concentrer les disponibilités, la trésorerie, la liquidité des administrations centrales dans un compte unique du Trésor. Ça ne va pas alourdir la machine? Pas du tout. Parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que, à travers les comptes uniques du Trésor, l'agent comptable central du Trésor, ayant une vue globale, peut avoir accès à un compte d'opération ou d'un organisme situé dans un compte unique du Trésor, de telle sorte qu'il puisse recourir à la trésorerie, quitte à régulariser un jeu d'écriture comptable à la fin d'une journée comptable ou à la fin d'une période convenue. Précisons une chose. Les comptables publics de la réforme, dont la fonction va être restaurée, disposent chacun d'un compte d'opération à la Banque centrale. C'est à travers ces comptes d'opération que l'ACCT, l'agent comptable central du Trésor, va alimenter le besoin de l'ordonnateur qui interagit avec les comptables. Donc, les comptes d'opération du comptable public évoluent aussi dans le contexte du compte unique du Trésor. Pourquoi les comptes uniques du Trésor? Vous avez dit pour quelle finalité? Justement. Parce que, aujourd'hui, le pouvoir central, le gouvernement, à travers le ministre des Finances, fait des efforts pour mobiliser les recettes conséquentes. Mais comme vous le savez, le cycle de mobilisation de recettes n'est pas linéaire. Il y a des échéances, il y a des phases particulières d'entrée de recettes qui ne correspondent pas avec les phases de mobilisation moyenne ou faible de recettes. C'est tout à fait normal parce que les entrées fiscales, les entrées de recettes de l'État correspondent à des échéances qui sont données par l'administration financière aux contribuables. Maintenant, pour lisser la trésorerie, il faut disposer d'une liquidité plus vaste. Qu'est-ce que l'État fait lorsque les entrées ne correspondent pas aux besoins exprimés? Il lève les fonds sur le marché des titres, notamment les titres à court terme. Aujourd'hui, ce sont les bons du Trésor. Or, les marchés à court terme dans notre pays sont à des taux laisse à désirer. Que je dirais quand même, ils sont très, très, très élevés par rapport à la capacité de remboursement de l'État. Et ces taux, comme vous le savez, dans notre pays, compte tenu de l'histoire de notre histoire économique, ces taux sont, ces prêts plutôt, ces fonds sont levés, indexés sur le dollar, devises étrangères, et débités d'office au niveau de la Banque centrale du Trésor, la Banque centrale du Congo. Alors que les administrations de l'État, les administrations centrales, les organismes de l'État, auxiliaires, notamment les comptes spéciaux, ont des comptes dans les banques commerciales. Et l'État qui lève le fonds sur le marché des titres à court terme, pour 3 semaines ou 60 jours, est obligé d'emprunter auprès
de spécialistes des valeurs du Trésor. Dans notre pays, ce sont des banques, une catégorie de banques. Et donc, en toute logique, ce sont les fonds. Parmi les fonds que les banques prêtent à l'État, il y a sûrement le fonds des organismes auxiliaires de l'État, le fonds de l'administration centrale, qui sont dans le système bancaire. L'idéal, la finalité, c'est justement de réduire le coût des emprunts de l'État, notamment le coût des emprunts à court terme des bons du Trésor. Mais c'est aussi de permettre à ce que l'État puisse lisser les cycles des entrées de recettes, tout en ayant une vue d'ensemble sur ces opérations de trésorerie. Très bien. Alors, on va se quitter avec cette question. On sent que vous êtes très engagé, déterminé à poursuivre toutes ces réformes, mais aussi à les mettre en pratique. Vous avez déjà commencé. On salue d'ailleurs la formation. Mais la dernière question, quelles sont les difficultés face auxquelles vous êtes très souvent buté? Je parle de votre structure d'abord. Oui, d'abord, la grande question, ce n'est pas de voir les difficultés, c'est comme un verre à moitié vide ou à moitié plein. La grande question, c'est que c'est une réforme qui a besoin d'être vulgarisée. Parce que la plupart des acteurs qui vont être concernés par cette réforme n'ont probablement pas connaissance de la quintessence de cette réforme. Donc, la première difficulté, c'est justement la capacité d'atteindre tous les acteurs à travers le pays, et pas seulement ici à Kinshasa. L'autre difficulté, c'est la communication de cette réforme au profit de toutes les parties prenantes. Parce qu'au départ, il y a certaines parties prenantes, y compris chez nous-mêmes, hein, au Trésor, qui avaient des peurs, des appréhensions sur les avantages de cette réforme. Mais qu'à cela ne tienne, une réforme rencontre toujours des résistances, des malentendus, mais avec la méthodologie, la pédagogie, mais surtout, je dois le souligner, l'accompagnement des autorités, et notamment du ministre des Finances. Qui participe, bénéficie de la formation? Le comptable seulement de Kinshasa, ou vous les avez fait venir de partout? Alors, c'est bien les comptables, pas seulement eux, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi les agents administratifs de postes comptables. Parce que la réforme actuelle permet à ce que le poste comptable puisse disposer des agents administratifs. Parce qu'actuellement, dans un bureau comptable, il n'y a que 2 personnes. Les comptables publics principaux et les comptables publics subordonnés. Point barre. Quand le principal n'est pas disponible, c'est le subordonné qui vient à la rescousse, pour exercer l'intérim notamment. Mais avec la réforme, les comptables publics principaux, qui est généralement, sinon exclusivement, celui qui est au cabinet d'un ministre, ordonnateur, a dans son périmètre, dans son rayonnement, des comptables publics secondaires. Pas des subordonnés, mais des secondaires. Et au sein de postes comptables, il y a des agents administratifs qui vont accompagner les comptables publics aussi bien secondaires, aussi bien principaux que secondaires. Donc, ce sont les candidats comptables publics principaux, candidats comptables publics secondaires et candidats agents administratifs de postes comptables. De toute la République ou de Kinshasa? L'avis en manifestation d'intérêt avait été affiché avec des conditions particulières qui avaient été posées. Ceux qui estimaient qu'ils remplissaient les conditions renseignées dans l'avis ont postulé, et une commission spécifique avait été mise en place pour examiner la régularité des candidatures, et à l'issue du dépouillement et de la réception des dossiers, une liste avait été affichée, et ceux dont les noms ont été communiqués et affichés, ce sont là qui ont répondu aux critères. Ils venaient de partout. D'autres candidatures ont été déposées en ligne à partir de provinces, mais qu'à cela ne tienne, c'est l'ensemble du pays qui est concerné par ce mouvement, mais uniquement au sein du ministère des Finances et en particulier pour les comptables au sein de la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique. Merci beaucoup à vous, M. Serge Mabé, pour ces précisions. Merci beaucoup, M. Guy. Merci.